Bonjour Aurore Berger, merci beaucoup d'être notre invitée ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview avec la presse quotidienne régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Madame Berger. Bonjour. Aurore Berger, on va commencer en parlant de la crise des sous-marins, la crise qui se poursuit. On a entendu Jean-Yves Le Drian s'exprimer hier soir. On a entendu des voix de l'Union européenne également s'exprimer pour soutenir la France. Ursula von der Leyen, Charles Michel. Pourquoi Emmanuel Macron ne s'exprime pas, lui? Déjà, c'était important, et vous le soulignez, que l'Union européenne s'exprime d'une même voix sur le sujet, parce qu'il y a une rupture de confiance évidente avec un allié qui était stratégique et qui est toujours un allié stratégique pour la France. Et cette rupture de confiance, elle nécessite justement que l'Union européenne s'exprime d'une même voix, parce que l'enjeu, et d'ailleurs le président de la République s'était exprimé il y a quelque temps, s'était exprimé sur l'OTAN, il avait eu des mots très forts, il avait parlé de mort cérébrale de l'OTAN à l'époque. Ça avait d'ailleurs suscité un certain nombre de remarques, on va dire cela comme ça. C'est une preuve de plus selon vous? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le constat, il avait été dressé par le chef de l'État de la difficulté existante au sein de l'OTAN, mais surtout de la nécessité du coup d'avoir une stratégie européenne. Et quand on parle de souveraineté, la souveraineté en termes de défense stratégique, elle n'est pas seulement française, elle est européenne. Et le fait que là, l'Union européenne, par les voix que vous avez évoquées, s'exprime, c'est essentiel. Le chef de l'État, il s'exprimera au moment où il l'estimera être opportun. Mais est-ce que c'est pas là le moment? Jean-Yves Le Drian l'a dit, c'est un coup de poignard pour la France. Est-ce que le chef de l'État n'a pas à prendre la parole? Le chef de l'État, il s'exprime quand il estime que c'est pertinent de le faire. Et personne lui dicte son agenda. Je crois que les propos qui ont été très clairs à la fois de la ministre des Armées et évidemment du ministre des Affaires étrangères ont été, je crois, suffisamment entendus là où ils devaient l'être, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie. Et encore une fois, la réaction qui a été celle de l'Union européenne, je crois que celle-ci, elle démontre aussi justement la capacité que la France peut faire valoir, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui va s'ouvrir, la question enfin d'avoir une unité en termes de défense stratégique Madame Berger, européenne. est-ce qu'on doit, alors on a rappelé des ambassadeurs, on a annulé un banquet, alors tout ça paraît quand même des sanctions ou une réaction en tout cas un petit peu faible. Est-ce qu'il faut rappeler pas son ambassadeur quand il s'agit? Je sais que c'est une première, c'est inédit dans le langage diplomatique. En effet, c'est un geste fort. Malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, se poser clairement la question de notre présence au sein du commandement intégré de l'OTAN? Je crois que la première question, avant celle-ci, et encore une fois, quand le président de la République a parlé de mort cérébrale de l'OTAN, ce n'était pas des mots tout à fait anodins. C'est d'abord comment on arrive à avoir nous-mêmes une souveraineté et une défense stratégique qui est une défense européenne. Ensuite, la France, elle a des alliés. Elle a des alliés dans l'Indo-Pacifique. Il n'y a pas que l'Australie. Elle a l'Indonésie. Elle a l'Inde, elle a le Japon. On a des pays extrêmement puissants avec lesquels on collabore. Vous avez vu aussi la réaction Il faut changer de l'Inde. C'est pas changer d'allié. Oui. On ne dit pas qu'on tourne le dos à l'Australie. Mais on dit que l'Australie, elle, ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères, nous a planté un coup de poignard dans le dos. Le 30 août dernier encore, le 30 août dernier, il y avait un communiqué de presse conjoint de nos deux ministres des Affaires étrangères, de nos deux ministres de la Défense, qui saluaient le contrat qui était en cours. On était le 30 août. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur donné à la France d'une quelconque manière d'une rupture de confiance. Et que cela s'est organisé entre les États-Unis et l'Australie, avec l'aval de la Grande-Bretagne. Et donc ça, encore une fois, on ne peut pas avoir ce genre de comportement entre alliés. Quand on est allié, il y a des manières de travailler et il y a eu une rupture nette, claire, de confiance avec l'Australie. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des alliés fiables? Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas démontré la fiabilité qui était la leur. Et ça veut dire aussi que la France, qui a d'autres alliés dans la région, la France, c'est une puissance, y compris dans l'Indo-Pacifique. C'est ça qu'il faut quand même avoir en tête. C'est 1,6 million de Français qui y sont présents. C'est la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un enjeu stratégique pour la France, à la fois de souveraineté, de défense, de protection aussi tout simplement des Français qui y sont installés. Et je crois que ça doit être aussi une opportunité, encore une fois, à la fois de retravailler ou de travailler plus encore avec des alliés qui, eux, souhaitent ce partenariat stratégique avec la France. L'Inde l'évoquait encore ces dernières heures. Et puis, enfin, que l'Union européenne s'affirme comme ayant la capacité d'avoir une défense stratégique européenne. Vous soutiendrez, Madame Berger, est-ce que vous soutiendrez l'idée d'une commission parlementaire sur le sujet? Je ne suis pas certaine que la commission parlementaire, elle nous permette d'avoir des éléments. Je vous dis, le 30 août, il y avait encore ce communiqué de presse. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait les moyens, pour être très transparent et honnête au Parlement, de savoir
clairement ce qui a motivé ou pas cette décision, qui s'est faite dans le dos de la France, en catimini, avec vraisemblablement... Donc pour vous, la demande des députés les Républicains, elle est inutile pour vous ? Je crains qu'il y ait une petite dizaine de personnes qui étaient réellement informées de ce qui était en train de se passer et que ces personnes soient plus en Australie et aux États-Unis. Je ne suis pas certaine qu'ils puissent comparaître devant la commission d'enquête parlementaire. Qu'il faille auditionner le ministre des Affaires étrangères, il y est prêt. La ministre des Armées, évidemment, les ministres sont à la disposition du Parlement pour venir s'exprimer et s'expliquer. Ils le feront. Je pense qu'ils seront d'ailleurs soumis à la question aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. On va parler d'un autre sujet, Julien, on va parler de la crise sanitaire. Oui, crise sanitaire, parce qu'on avait cru comprendre que les règles du pass sanitaire pourraient être allégées. Et puis là, le gouvernement évoque une prorogation du pass sanitaire, de la loi, l'autorisant en tout cas, au-delà du 15 novembre. Alors, on a du mal à comprendre et c'est vrai qu'on a presque l'impression qu'on manie le chaud et le froid avec les Français. Jusqu'où ça va aller, cette histoire de pass sanitaire ? Jusqu'à ce que la France puisse sortir de la crise sanitaire. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que le pass sanitaire, c'est la capacité qu'on a à retrouver justement des libertés qu'on croyait à un temps perdu du fait de la pandémie. Enfin, là, c'est pas très clair. On entend le chef de l'État dire que les règles pourraient être allégées, notamment le pass sanitaire dans les départements où le virus circule moins. Hier, on apprend qu'un projet de loi va être déposé pour prolonger le pass sanitaire. C'est quand même tout sauf clair. Mais ce qui est clair, c'est quoi ? C'est que la pandémie, elle n'est pas finie. C'est que la 4e vague, elle est malheureusement en cours de déploiement. Et qu'elle a réussi, en tout cas, on dit qu'elle se replie. Olivier Véran dit qu'elle se replie. Pas aux Antilles, mais en métropole, à être largement contenue. Pourquoi elle a été contenue ? Parce que la dynamique de vaccination s'est considérablement amplifiée. Et pourquoi elle s'est amplifiée ? Parce qu'il y a eu les propos du président de la République cet été et la mise en place du pass sanitaire. Sans pass sanitaire, vraisemblablement, nous n'aurions pas autant de Français vaccinés que ceux qui l'ont fait. Donc certains l'ont fait par choix, parce qu'ils étaient convaincus de la nécessité de se faire vacciner. D'autres l'ont fait parce qu'ils ont considéré qu'encore une fois, comme ils voulaient retrouver une vie normale, il fallait passer par le pass. On entend cette stratégie, mais est-ce que vous comprenez les Français qui ont l'impression de vivre dans un état d'urgence permanent ? Et la question se pose d'autant plus avec cette loi de prorogation, puisque en fait, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Vous militez pour quoi ? On se donne de la perspective jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à après les présidentielles, les législatives. On va jusqu'où là ? Non mais déjà, moi j'ai pas eu communication aujourd'hui de ce projet de loi. Donc moi, en tant que parlementaire, pour l'instant, je ne l'ai pas eu à l'examiner et j'ai même pas eu communication de ce texte. Est-ce qu'il faut potentiellement proroger ? On l'a fait en urgence, début septembre, pour un cas spécifique qui est malheureusement les Antilles, parce que la pandémie, elle est là-bas, loin d'être éteinte, justement parce que la dynamique vaccinale n'est pas suffisamment forte. Ce que je crois, c'est que tant qu'il y a ce risque de pandémie, tant que nous sommes en pandémie comme nous le sommes aujourd'hui. Je veux dire, tous les jours, moi j'ai des mères qui m'appellent en disant voilà, j'ai une classe qui a dû malheureusement fermer parce que on a un cas contact, des pharmaciens qui appellent en disant on a une recrudescence, notamment de tests positifs chez les plus jeunes. Donc ça veut dire à la fois qu'on a ce risque de variant, donc de mutation, qu'on a encore une fois un virus qui peut être de plus en plus agressif avec d'autres types de populations qui aujourd'hui sont moins vaccinées que d'autres. Ce qui est certain, c'est que la France, elle a réussi la course contre la montre sur la vaccination, encore une fois, au moins en métropole. Mais juste sur le pass sanitaire, je reprends la question de Julien, parce que le Parlement ne va pas siéger de mars à juin pour cause de présidentielle et législative. Est-ce que du coup, il faut dès maintenant prolonger le pass sanitaire jusqu'après juin, on n'a jamais prorogé le pass sanitaire, on ne l'a jamais mis en place pendant une durée d'1 an, par exemple. On a toujours fait en sorte, justement, de ne pas donner le sentiment qu'on était en état d'urgence sanitaire permanent. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, on l'est encore ? Oui. Est-ce que par endroit... Est-ce qu'il ne faut pas fixer des seuils précis pour aussi laisser comprendre aux Français à quel moment ils vont pouvoir espérer, voire alléger les contraintes ? Aujourd'hui, c'est quoi les contraintes ? Enfin, je pense qu'il faut quand même là-dessus être raisonnable sur les contraintes qui sont demandées aux Français. Est-ce que c'est l'empêchement d'aller travailler ? Non. Est-ce que c'est la possibilité que vos enfants aillent à l'école ? Oui. Donc on part quand même d'une situation qui a été une situation initiale très dure de confinement, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, où on incitait très largement, voire on obligeait au télétravail, où les écoles étaient fermées. Et on a fait quoi tout de suite après ? On a fait en sorte que les écoles restent ouvertes. Et elles le sont. On a fait en sorte que les personnes progressant puissent retourner travailler. Aujourd'hui, le pass sanitaire, vous en avez besoin dans un certain nombre d'activités qui se limitent quand même à présenter un QR code pour avoir le droit, moi je l'ai fait hier soir, d'aller à un concert, d'aller au théâtre ou d'aller au restaurant. L'invité précédent, Pierre Laurent, demandait un bilan avant de pouvoir imaginer proroger cette loi sur le pass sanitaire. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire ? Mais, écoutez, si les parlementaires savent dire que dans 1 mois, il n'y a plus de pandémie,
Ils sont très forts. Moi, je ne sais pas. Non, eux, ils ne le savent pas, mais ils attendent des réponses du gouvernement sur quel a été le bilan de cette crise sanitaire. C'est plus ou moins la logique de tirer un bilan d'une loi avant de la proroger. Vous êtes d'accord? Sauf que vous voyez bien qu'on est quand même sur une loi qui est une matière un peu différente d'une loi de finances ou d'une règle fiscale qu'on met en place. Là, la question, c'est pas est-ce que la règle fiscale a rapporté plus ou moins à l'État et donc est-ce qu'elle est efficiente. Là, la question, c'est est-ce que oui ou non, le pass sanitaire continue de protéger les Français. La réponse est oui, parce qu'il continue à accélérer la dynamique de vaccination, qui est le seul levier que l'on ait pour justement définitivement sortir et donc supprimer, lever les contraintes et donc à terme supprimer le... Justement, puisqu'on parle de la dynamique de vaccination, dernière question là-dessus, les sénateurs socialistes, ils ont déposé une proposition de loi pour rendre obligatoire la vaccination pour tous. Le débat aura lieu au Sénat mi-octobre. Est-ce que vous y êtes favorable vous, à cette obligation vaccinale pour tous? Moi, j'ai toujours été défavorable à cette obligation parce que je ne vois pas le caractère opérationnel de cette obligation demain. Concrètement, ça veut dire quoi, une obligation vaccinale? Ça veut dire que vous faites des contrôles aléatoires dans la rue? Ça veut dire que vous obligez les personnes à être isolées 24 heures sur 24 chez elles si elles ne veulent pas être vaccinées, alors même que le Conseil constitutionnel a refusé d'ailleurs que de telles mesures puissent être prises. Je ne vois pas les contraintes qui pèseraient sur celles et ceux qui ne voudraient pas être vaccinés. Je le vois dans le cadre du pass sanitaire. Le pass sanitaire, si vous n'êtes pas vacciné, il y a des accès auxquels vous n'avez pas droit. Est-ce que c'est pas là, une forme d'obligation déguisée? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie dans le pass sanitaire? Non, mais c'est pas une hypocrisie. C'est de fait faire peser une contrainte plus forte sur ceux qui ne sont pas vaccinés plutôt que sur ceux qui le sont. Ce qui est quand même assez légitime de se dire que si vous êtes vacciné, vous avez plus facilement en effet la possibilité de recouvrer des libertés par rapport à ceux qui ne le sont pas et qui donc, encore une fois, peuvent contaminer un certain nombre de Français. Alors, autre actualité qui est un anniversaire, un triste anniversaire. Il y a 20 ans exactement, l'explosion d'un stock de 300 tonnes de nitrate d'ammonium dans l'usine AZF de Toulouse causait la mort de 31 personnes. Est-ce qu'on peut se dire que toutes les leçons ont été tirées de ce drame et qu'il ne pourrait plus se reproduire à l'heure actuelle? On a malheureusement eu d'autres chocs de ce type, d'autres chocs industriels. L'incendie de Lubrizol, par exemple. Exactement, c'est à ça que je pensais. Donc, je ne peux pas répondre par l'affirmative en vous disant que malheureusement, plus aucun accident industriel ne peut exister. Est-ce que les normes ont été renforcées? Les normes, elles sont extrêmement exigeantes et sévères, à la fois sur l'installation de nouveaux sites industriels, et elles ont été largement renforcées, sur les contrôles qui doivent pouvoir exister. Donc ça, c'est une certitude. Je crois qu'en France, on a un niveau de protection justement de nos salariés qui est extrêmement puissant et c'est bien légitime. Après, personne ne pourrait s'engager à vous répondre. Est-ce qu'on a été suffisamment loin? J'entends par là qu'un rapport parlementaire avait été effectué juste après le Lubrizol, et il semble que les moyens d'alerter la population sont encore loin d'être à la mesure des enjeux. Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas là encore du travail à réaliser? Peut-être qu'il y a encore du travail à réaliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut systématiquement qu'il y ait une totale transparence sur les risques qui seraient potentiellement encourus par les personnes vivant à proximité. Et si jamais on avait à nouveau ce type d'accident industriel. Mais encore une fois, on est un pays justement qui est doté d'arsenal à la fois juridique, judiciaire, parlementaire, de contrôle administratif qui concourent à ce qu'il y ait une totale transparence qui puisse exister. Et on va parler du texte examiné par les députés pour cette rentrée parlementaire. Oui, ça c'est l'actualité du jour pour la grande rentrée des parlementaires. L'Assemblée s'empare du projet de loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, un texte qui avait été voulu par Emmanuel Macron suite à la décision de la Cour de cassation de déclarer irresponsable l'homme accusé du meurtre de Sarah Halimi. Alors il y a des modifications qui sont assez substantielles parce que ça viserait finalement à modifier la notion de responsabilité pénale quand on a affaire à quelqu'un qui est gros consommateur de drogue. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de légiférer sous le coup de l'émotion? Mais l'émotion, elle a été justifiée. L'émotion, elle a été justifiée par un meurtre qui est un meurtre antisémite, qui a conduit malheureusement à ce que son meurtrier, puisque personne ne doute du fait que c'est bien lui qui l'a assassiné, ait été jugé comme étant irresponsable parce qu'il avait pris des substances qui prétendument le rendaient irresponsable. La question qui est posée en droit et que nous on pose en tant que parlementaires, c'est est-ce qu'à partir du moment où délibérément vous prenez des substances dont vous savez qu'elles vont complètement obscurcir votre jugement, qu'elles vont pouvoir entraîner un dérèglement psychologique, est-ce que c'est légitime que ce serve d'argument pour qu'ensuite vous ne puissiez pas être reconnu comme étant responsable pénalement? Et cette émotion qui a été suscitée
suite à la décision rendue, elle a été suscitée non pas seulement dans la communauté juive, mais elle a été suscitée dans l'ensemble de la communauté nationale, parce qu'il y a une incompréhension manifeste. Et quand il y a une incompréhension manifeste, c'est tout simplement aussi peut-être parce que le droit est mal écrit. Oui, mal écrit, ou bien est-ce que, s'il n'existe pas aussi dans le droit à l'heure actuelle, c'est parce que ça montre la difficulté pour caractériser cette notion de prise volontaire. Je sais que des voix s'élèvent, même au sein de votre groupe, pour laisser entendre cette idée que est-ce qu'on ne rajoute pas un article de loi qui va complexifier et qui finalement va être très difficile à appliquer pratiquement. Sauf qu'aujourd'hui, pratiquement, vous avez un vide juridique. Et un vide juridique qui conduit à ce qu'un assassin ne soit pas jugé comme étant responsable pénalement d'un crime antisémite odieux qui a été perpétré sur notre sol en France. Donc pour vous, c'est totalement justifié. Oui. Et pour moi, c'est totalement justifié. J'attendais que ce texte puisse arriver à l'Assemblée nationale. Je serais fière de le voter. Et encore une fois, j'entends tout à fait la remarque et de dire on ne peut pas légiférer systématiquement ou modifier en permanence notre droit parce qu'il y aurait tel ou tel fait qui le justifierait ou qui créerait de l'émotion. Sauf qu'ici, on a un vide juridique. Et c'est notre responsabilité parlementaire et politique de dire est-ce que oui ou non on considère que le droit, encore une fois, est bien écrit ou pas. En l'espèce, il ne l'est pas suffisamment et il laisse une forme de liberté d'appréciation qui est trop importante. Et d'ailleurs, c'est souvent à cela que nous invite soit le Conseil d'État, soit la Cour de cassation, soit le Conseil constitutionnel en disant en vérité, là aujourd'hui, à droit constant, voilà ce qui se passe, c'est à vous de prendre vos responsabilités politiques. Et c'est ce qu'on fait avec ce texte. On va parler des dernières annonces d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Alors, beaucoup d'annonces et beaucoup de dépenses ont souligné certains commentateurs et certains opposants au président de la République. Alors, je rappelle que Xavier Bertrand, par exemple, a accusé le président de faire campagne avec le chéquier des Français. Pourquoi il dit ça? Parce que, en fait, si on comptabilise toutes les dépenses, toutes les promesses de dépenses annoncées par le président depuis 2 semaines, on atteint plus de 5,6 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne fait pas campagne avec le chéquier des Français? On fait surtout campagne pour protéger les Français. Et au-delà de faire campagne, on gouverne. Et nous, aujourd'hui, on est aux responsabilités. On a eu à la fois un moment d'urgence dans lequel on a mis en place l'activité partielle, le fonds de solidarité pour les entreprises, et on a été en soutien. Et si on a eu moins de défaillances d'entreprises, moins de faillites d'entreprises en 2020 qu'en 2019, c'est justement parce qu'on a été en soutien. Et puis on a eu un plan de relance, parce que notre enjeu, c'était de faire repartir le plus vite possible l'économie française. Oui, mais Madame Berger, qui fonctionne avec plus de 6% de taux de croissance en France. On entend, mais c'est Bruno Le Maire et le président de la République qui ont dit eux-mêmes que le quoi qu'il en coûte allait progressivement s'éteindre. Et c'est à ce moment-là, en même temps, qu'on voit surgir énormément de promesses de dépenses. Est-ce que vous comprenez l'hiatus? Mais encore une fois, vous aviez un plan de relance avec près de 100 milliards d'euros qui ont été et qui sont encore en cours de déploiement, à la fois sur les enjeux de transition écologique, d'industrialisation, de réindustrialisation de la France. Moi, ce qui m'étonne, c'est cette espèce de double discours permanent qu'on a de la part de celles et ceux qui, eux, sont déjà et ouvertement en campagne. Je regarde le projet qui a été déposé par les Républicains, le projet des parlementaires LR, il n'y a que de la dépense publique supplémentaire. Et dans le même temps, ils nous disent, attention, vous créez de la dépense publique. On nous parle de souveraineté industrielle et de réindustrialisation de la France, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un plan pour accompagner notre industrie et la relocaliser. Il n'y a pas que les opposants pour critiquer ces promesses de dépenses. La Cour des comptes et le Haut Conseil de la finance publique, en l'occurrence, s'interrogent. Alors je prends par exemple Charles de Courson, vice-président de la Cour des comptes, qui parle d'open bar et qui dit, mais en effet, s'il y a des promesses de dépenses, c'est parfait, mais où sont les recettes ? Mais les recettes, c'est notamment plus de 6% de taux de croissance qui existe dans notre pays. Les recettes, c'est qu'on a un taux de chômage qui est aujourd'hui revenu au niveau d'avant la crise. Mais ça, ils le prennent en compte. Ils le prennent en compte, la Cour des comptes. Ce qui veut dire, encore une fois, des recettes supplémentaires et des dépenses en moins, en vérité, sociales qu'on aurait dû faire si on n'avait pas été en soutien des Français, à la fois des salariés et des entreprises pendant la crise. C'est ça qu'on a déployé. Et je suis désolée, mais moi, évidemment qu'on ne peut pas avoir la même dynamique de dépenses publiques que celle qu'on a eue au cœur même de la crise. Est-ce que pour autant, il faut du jour au lendemain
tout arrêter alors qu'on a encore des secteurs qui sont en souffrance, des secteurs qui ont besoin d'accompagnement. On ne peut pas non plus, par exemple, comme le fait Xavier Bertrand, alors même qu'il était ministre de la Santé, pleurer sur l'hôpital public, mais refuser qu'on engage les dépenses qui sont nécessaires pour continuer à la modernisation et à la revalorisation des métiers qui sont ceux aujourd'hui de l'hôpital. Donc il faut faire des choix politiques. Et puis à un moment, il y a une élection. Et c'est les Français qui se trancheront sur la responsabilité qui a été la nôtre pendant la crise. Et dernière question, Julien. Et alors justement, moi je peux vous poser la question, est-ce qu'il ne serait pas temps que, pour vous, que le président de la République clarifie sa situation? Certains, encore une fois, au sein de LREM, se disent que attendre le dernier moment n'est pas forcément la meilleure des stratégies. Pour vous, est-ce qu'il doit se déclarer bientôt? Mais il se déclarera s'il le souhaite. Enfin, moi, est-ce que je souhaite que le président... Est-ce que ça ne serait pas plus clair? Vous dites que certains sont déjà en campagne, au moins ils le sont clairement. Oui, pour l'instant, on connaît beaucoup de prétendants, mais peu de candidats. Je vois beaucoup de prétendants d'une primaire écologique, d'une primaire LR qui n'est même pas encore vraiment une primaire, etc. Donc c'est bien. Et pour avoir vécu les primaires, malheureusement les primaires en général, c'est plutôt la prime à la démagogie et à l'outrance. Donc d'ailleurs sur la dépense publique côté LR, à mon avis on pourra en reparler et on pourra faire les comptes aussi avec la calculatrice à la fin et si de on la peut primaire. Répondre à la question, mais pour répondre à la question, est-ce que moi je souhaite que le président de la République soit candidat? Oui. Est-ce que je souhaite qu'il soit réélu? Est-ce qu'il se déclare maintenant? Est-ce qu'il ait l'obligation de se déclarer dès maintenant au regard de la situation? Regardez les sujets sur lesquels vous m'avez interrogé. Les sujets sur lesquels vous m'avez interrogé, c'est sur la question de la crise sanitaire et du pass sanitaire. Donc pour vous, si c'est en début d'année prochaine, c'est parfait. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas d'urgence à la déclaration de candidature. Et je crois d'ailleurs qu'il y a presque même une lassitude des Français à ne parler que de la campagne présidentielle, alors que leur quotidien, il est fait de bien d'autres choses que des primaires écologistes, PS ou LR, ou même de la déclaration du président de la République. Merci beaucoup. Merci Aurore Bergé d'avoir